On estime que d'ici 2050, l'antibiorésistance causera plus de décès que le cancer. On estime à peu près 10 millions de décès par an. À savoir que l'antibiorésistance touche tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de vie, donc que ce soit l'Amérique, l'Europe ou encore l'Asie, tous les pays sont touchés. Et donc face à ça, il y a certaines alternatives, et une de celles-ci sur laquelle on travaille, c'est la phagothérapie. Donc c'est l'utilisation des phages comme traitement alternatif ou complémentaire aux antibiotiques. La phagothérapie est en effet un domaine de recherche passionnant avec un énorme potentiel pour l'avenir de la médecine. Cela montre comment l'utilisation de bactériophages pour traiter les infections résistantes aux antibiotiques peut être une alternative prometteuse. Greenphage et les chercheurs comme Virginie Moll, microbiologiste et directrice de recherche au CNRS, et Lucille Plumet, doctorante en microbiologie, sont en train de repousser les limites de la médecine traditionnelle en explorant de nouvelles voies de traitement. Cette approche révolutionnaire pourrait ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de lutte contre les infections bactériennes. Il est également intéressant de noter que la phagothérapie est déjà utilisée avec succès dans certains pays comme la Géorgie, la Belgique et la Pologne, ce qui montre que cette approche est viable et efficace. Il est crucial de poursuivre les efforts de recherche et de développement dans ce domaine pour garantir que la phagothérapie puisse être accessible à un plus grand nombre de personnes souffrant d'infections résistantes aux antibiotiques. Quand j'ai secoué un peu mon parcours entre les bactéries pathogènes, les impacts sur l'homme, les antibiotiques, je suis revenue en France où j'ai décidé de réorienter la thématique sur le staph doré, qui était une bactérie avec les mêmes problématiques d'antibiorésistance, mais avec une incidence beaucoup plus forte en France en termes de contact avec les CHU. On a beaucoup plus de centres de référence sur les staph dorés qu'on a sur la tuberculose en France. Ça touche pas les mêmes populations touchées, donc il n'y a pas les mêmes équipes et les mêmes choses mises en place. Et donc, à commencé la collaboration avec le CHU de Nîmes, avec vraiment cette fois ce que je voulais, le retour des cliniciens, les pathologies et la problématique du diabète, des pieds diabétiques infectés avec le staph doré. Et donc depuis maintenant 2 ans, on a une équipe INSERM dédiée, spécialisée sur le staph doré. Alors on fait pas que ça dans l'équipe, là on vous parle des phages, mais on a une recherche sur d'autres thématiques, sur des molécules qui peuvent remplacer les antibiotiques, qui sont une autre manière de faire. On travaille avec des chimistes et on continue la recherche fondamentale, le système immunitaire, comment la bactérie va échapper au système immunitaire, ce genre de choses. Virginie, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis microbiologiste. Et j'ai tout juste 50 ans. Moi, initialement, quand j'ai réalisé mon BTS, j'ai fait un stage à Genève dans une équipe qui travaillait sur les staphylocoques et sur les phages. Et c'est ça qui m'a énormément plu et c'est ça qui m'a donné envie de continuer mes études. Donc lorsque j'ai vu que Virginie travaillait sur les staphylocoques et qu'elle avait développé cette collaboration avec une start-up qui s'appelle Greenphage et son directeur qui s'appelle Denis Costet-Charer et qui est de Montpellier, ça m'a tout de suite énormément plu. C'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dessus. À l'époque, c'était il y a combien d'années ? Il y a maintenant 6 ans, parce que je suis actuellement en bac+7. Lucille Plumet, j'ai 25 ans et je suis actuellement doctorante en 3e année. Alors la petite anecdote toute bête, c'est que Denis, qui est le patron de la start-up, en fait on a un ami commun et lors d'une soirée il lui a dit « Oh là là, je cherche un microbiologiste parce qu'il voulait faire ça et ça ». Et le copain lui a dit « J'ai pas un microbiologiste, mais j'ai une microbiologiste, tu prends quand même ». Il s'est avéré qu'il a pris quand même et qu'on s'est tout de suite très bien entendu. Et ça a commencé comme ça. Moi, je faisais pas du tout de phages et il m'a dit, moi, je travaille sur les phages, mais les phages de l'environnement pour traiter les champs, tout ce qui est les bactéries de l'environnement qui vont aller contaminer vos carottes, vos endives, etc. Et il m'a dit, dans la start-up, j'ai envie de développer un pôle recherche humaine. Et est-ce que tu veux bien travailler avec nous ? Tu as l'expertise sur le staph doré, nous on a les phages, et est-ce que tu veux qu'on s'allie ? Donc on a ce qu'on appelle une convention de recherche avec cette start-up, ce qui fait que c'est cadré par la loi. Tout ce qu'on fait est en commun, etc. Il y a après c'est ce qu'on disait, s'il y a des recherches qui en découlent, la start-up est associée, elle est sur toutes nos publications. Donc ça c'est très cadré, c'est organisé par le département de la valorisation à l'université de Montpellier, qui nous laisse pas travailler comme ça dans la nature pour valoriser les résultats des chercheurs au fur et à mesure. Le sujet de la phagothérapie, il existe depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis les années 2000, ça revient de plus en plus. Il y a de plus en plus d'articles scientifiques sur le sujet. Je pense que là, même depuis encore les 4 dernières années, c'est encore
plus à la mode, on va dire. Il y a beaucoup de laboratoires qui se mettent à travailler sur les phages, à travailler sur les infections résistantes aux antibiotiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un souci avec les antibiotiques. Pourquoi les antibiotiques ? Parce que en fait, les bactéries, lorsqu'elles sont dans leur environnement, elles peuvent devenir résistantes à un ou à plusieurs antibiotiques, ce qui fait que lorsqu'on va appliquer un traitement, en fait, on va les sélectionner. Elles vont ensuite se multiplier et elles vont transmettre à d'autres bactéries leur résistance. Et ça, c'est favorisé par plusieurs choses, notamment par la prescription excessive d'antibiotiques, mais aussi par le mauvais usage de ceux-ci. Lorsque on est malade et que on est au fond du lit, parfois on va chercher en fait dans notre pharmacie une boîte d'antibiotiques en pensant que ça va aller mieux. Mais malheureusement, en fait, s'il s'agit d'un état grippal, les antibiotiques ne vont rien y faire, donc on va favoriser ce phénomène de résistance. Il y a d'autres phénomènes comme le manque d'hygiène, le mauvais contrôle des infections dans les hôpitaux. Et le problème en fait avec ça, c'est que plus il y a de résistance, plus on va avoir une difficulté à traiter ces infections. Ça va être associé à des risques pour les autres procédures médicales. C'est-à-dire que si on se fait opérer pour une quelconque maladie, si on a une infection, ça va être potentiellement mortel si on n'a plus d'antibiotiques qui est efficace contre les infections. Bonjour. Alors, il m'a dit que son petit frère était guéri ? Oui. Il a pris des antibiotiques. Ah non, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ah s'il a pas pris d'antibiotiques, il est pas guéri. Si, c'était viral, et quand c'est viral, pas d'antibiotiques. Ah, c'était viral. Ah oui, donc pas d'antibiotiques. Il est guéri. Alors, les phages. Oui. C'est quoi ? Alors les phages, le mot entier c'est bactériophages, mais on les appelle plus communément phages pour que ça soit plus court, sont des virus, mais ce ne sont pas n'importe quel virus. J'imagine que quand on parle de virus, on pense généralement plutôt à la grippe, au Covid, au rhume ou encore à l'herpès. Sauf que les bactériophages, ce ne sont pas des virus qui touchent l'homme, mais ce sont des virus qui touchent les bactéries. En fait, le mot bactériophage, il est divisé en deux mots. Bactério, qui signifie bâtonnet. C'est ce qu'on voit lorsqu'on regarde au microscope des bactéries. Ça ressemble à des petits bâtonnets. Ça peut ressembler à ça. Et phage ou phagos, ça signifie manger. Donc en fait, bactériophage, c'est littéralement un mot qui veut dire mangeur de bactéries. Donc les phages, ils sont inoffensifs pour les cellules humaines. Ils vont uniquement attaquer les bactéries. Mais en fait, ils sont toujours présents dans nos corps. Ils sont aussi présents partout. Ils sont présents partout et partout là où il y a des bactéries. Donc ça va être dans le sol, dans l'eau, notamment dans les eaux usées, parce que dans les eaux usées, il y a énormément de bactéries, donc il y a énormément de phages. Ça va être dans les plantes, dans les animaux et aussi sur l'homme. Oui, il y en a vraiment partout. Ils sont vraiment... C'est l'entité la plus répandue sur Terre, les phages. Dans l'équipe, vous êtes à combien ? Donc dans l'équipe, on est une dizaine. Sur les phages, on est bientôt 5, on est en train de renforcer. Donc on a commencé solo avec Lucille. Il y avait que Lucille en fait. Je dis 2, mais moi je manip pas. C'est vraiment Lucille qui manipe. Et donc ensuite là, on a recruté quelqu'un qui vient en renfort. Lucille finit sa thèse l'année prochaine, donc on a recruté encore quelqu'un qui est en stage de master 2 pour prendre le relais avec Lucille, le temps qu'elle soit formée par Lucille. Et l'idée est vraiment de grossir de plus en plus l'axe bactériophage. Les financements en France sont de plus en plus reconnu, c'est-à-dire que la recherche sur les phages, à force qu'on le véhicule, qu'on le porte, qu'on publie, qu'on communique, qu'on aille en congrès et qu'on sonne aux portes pour demander de l'argent. Le problème de la recherche en France est toujours pareil, c'est trouver de l'argent. Donc ça commence à être de plus en plus reconnu au niveau des institutions, de l'Agence nationale de la recherche. Le frein actuel, c'est la production avec des normes très cadrées, avec une innocuité des préparations et tout ça, ça coûte très cher. C'est des filtres qui coûtent très cher. Donc ça demande beaucoup d'argent. Donc là, on lève des millions d'euros pour essayer d'avancer à la fois la fondamentale, la production. C'est quoi l'innocuité ? L'innocuité, c'est que ce soit inoffensif pour l'homme. C'est ça l'innocuité. Donc en fait, il faut que quand vous allez prendre des phages ou les mettre sur vous, vous n'allez pas déclencher d'allergie, de maux de tête, devenir malade, comme n'importe quel médicament en fait. Vous voulez que je fasse un test ? Ok, allez, je mets mes gants. Ces phages, c'est les entités les plus abondantes sur Terre, mais il faut savoir qu'ils sont extrêmement petits, ils sont uniquement visibles au microscope, des microscopes électroniques. Si on veut les comparer, pour donner une idée de taille, si on compare une cellule humaine à la taille d'une maison, une bactérie, ça pourrait être à l'échelle d'un enfant, et du coup le phage, ce serait un peu comme une petite souris. Donc c'est vraiment très petit.
Et donc en termes de structure, on peut les imaginer avec une tête géométrique qui contient leur ADN. Et ils ont aussi une petite queue avec des pattes qui leur permettent de s'accrocher aux bactéries. On peut les imaginer comme une sorte d'araignée ou alors, si vous voyez ce que c'est, comme le module lunaire Apollo qui s'est posé sur la Lune en 1969. Donc c'est vraiment ces petites pattes qui leur permettent de s'accrocher aux bactéries. Et une fois qu'ils sont bien accrochés, en fait, l'ADN du phage va être injecté dans la bactérie, à l'image d'une seringue quand on injecte quelque chose à travers la peau. Et ensuite, le phage va se servir de la machinerie de la bactérie pour se multiplier. Donc il va faire plein de copies de lui-même jusqu'à qu'en fait la bactérie explose. Et on considère que lorsqu'un phage infecte une bactérie, il y a 200 nouveaux phages qui sont produits. Donc c'est vraiment rapide et exponentiel. Alors dans vos recherches, vous n'avez pas appliqué ça directement à l'homme. Comment vous procédez ? Alors nous, actuellement, on isole les phages à partir des eaux usées. C'est là où il y a énormément de bactéries, donc il y a énormément de phages. Et ensuite, ces phages, on les caractérise avant de les utiliser d'une quelconque façon. Donc on regarde quelle morphologie ils ont, on les séquence pour savoir à quelle famille ils appartiennent. Et on les séquence surtout pour être sûr qu'ils ne possèdent pas de gènes qui soient dangereux, que ce soit des gènes qui pourraient apporter de la virulence aux bactéries que les phages infectent, que ce soit des gènes qui provoquent des résistances aux antibiotiques. Il y en a plein d'autres. Et ensuite, ces phages, on les produit. Pour les produire, tout simplement, on les met en contact avec une bactérie cible. Ils se multiplient de façon exponentielle. Et ensuite, on les récupère, on les purifie. Et nous, après, au laboratoire, on travaille sur un modèle animal, qui est le modèle du poisson zèbre, sur lequel on teste nos phages. Donc ce modèle, il a plusieurs avantages, notamment éthiques, puisque les embryons de poissons zèbres, en dessous de 5 jours, ils ne sont pas considérés comme des animaux de laboratoire tels que la souris, tels que le lapin. Donc, éthiquement parlant, même pour les chercheurs, c'est plus agréable de travailler sur ce genre de modèle-là plutôt que sur des souris qu'il faut sacrifier. Là, après la dilution en série, on va étaler une certaine quantité sur la gélose et le lendemain, on va compter les bactéries et suite à un calcul, on va savoir quelle est la quantité de bactéries qu'on a dans le tube initial. Ça rentre dans un incubateur à 37 degrés, comme la température du corps humain. Et comme ça, les bactéries vont se développer jusqu'au lendemain et on va compter tranquillement demain. Alors, d'un point de vue pratique, les poissons zèbres, ils font environ 2 à 3 cm. C'est des poissons adultes qu'on vient accoupler dans des petits bacs. Et c'est uniquement les embryons dont on se sert. Donc les adultes ne sont pas ni sacrifiés, ils restent tels quels. Et on travaille sur les embryons, donc comme je l'ai dit, en dessous de 5 jours uniquement. C'est vraiment tout petit. Pour ça, il faut utiliser des microscopes, des loupes binoculaires, sous lesquelles on observe les embryons. Donc c'est vraiment, on peut les voir à l'œil nu, mais pour pouvoir travailler avec, il faut quand même travailler sous microscope. Et d'un point de vue de la similarité avec l'homme, on considère à peu près que la souris, il y a à peu près 95% de similarité génétique avec l'homme. Au niveau du poisson zèbre, on est à 70%. Donc c'est déjà mieux que d'autres modèles comme la mouche ou la larve. On est quand même au-delà de ça. Et il y a aussi des similarités anatomiques. On retrouve pas mal d'organes chez l'homme qu'on retrouve chez le poisson. La haute ou le PSM, c'est juste pour être dans un endroit stérile. Donc là, on a l'air qui remonte et tout ce qui est non stérile va remonter et bien sûr va passer dans des filtres pour redevenir stérile quand il ressort. Enfin, tous les tuyaux, vous avez tous les tuyaux là et tout. Donc, on est toujours dans une enceinte stérile. C'est ça la haute. Le Zebrafish, ce modèle, nous permet de découvrir de nouvelles choses. Donc, on démarre avec un tableau blanc et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on a eu tel effet. Donc, on va essayer d'aller creuser. Un des effets, sans rentrer dans les détails, c'est qu'il y a toujours une petite proportion de bactéries qui n'est pas éradiquée. C'est-à-dire qui reste planquée dans le poisson, qui resterait planquée pareil chez l'homme, ce qu'on appelle la persistance, où vous n'arrivez pas à enlever l'infection, ça reste et à un moment donné, ça va reflamber. Et en fait, avec
ce modèle, on a réussi à mimer cet état de persistance. Et donc, la nouvelle thèse qui arrive va essayer d'aller comprendre où est-ce que ces bactéries sont planquées. Est-ce qu'elles sont dans les macrophages, qui sont les cellules du système immunitaire? Est-ce que les phages peuvent rentrer dans les macrophages? Est-ce qu'on peut améliorer les phages pour qu'ils deviennent capables de rentrer dans les macrophages? Est-ce qu'on peut faire du génie génétique sur ces phages? En fait, donc, ça ouvre beaucoup de portes, à la fois de travailler sur le phage en termes de biologie moléculaire, de génétique, j'ai envie de dire. Donc, il y a encore des thèses pour 10 personnes. Ça, c'est pas le limitant du tout. Donc, il y a cette personne qui arrive et encore une autre personne sur la conjonction des infections. Là, nos premières études, c'était sur Staph doré pour vraiment faire la preuve de concept que ça marchait. Et les infections, c'est jamais monobactérie. Donc, on traîne toujours du Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie, peut-être les gens connaissent, c'est assez vert et c'est ce qu'on a dans le frigo. Quand on a des trucs un peu verts dans le frigo, c'est ça. En quoi c'est révolutionnaire votre recherche ? Alors, c'est révolutionnaire les phages parce que ça va vite. Ça va vite dans le sens où développer c'est ma perception des choses, il n'y a pas que moi qui travaille sur les phages, mais nous, ce qu'on fait au laboratoire, comme on est très en lien avec le clinique, on est très sensible à l'idée de vitesse de traitement et c'est bien la recherche fondamentale, mais si ton truc, tu me le donnes dans 6 mois, mon patient, il est mort. Donc, on a cette notion d'urgence, en fait. Et les phages permettent cette urgence, parce qu'un antibiotique, si on est résistant à l'antibiotique, on n'a pas une semaine pour en générer un nouveau. C'est pas possible. Un phage, oui. C'est-à-dire que là, on travaille, à l'heure actuelle, Lucille le fait, c'est que on a une souche qui va être résistante à un phage et on a des moyens d'adaptation et de génétique qui vont, en une semaine, nous permettre de rendre le phage actif sur cette souche. Donc, en fait, on est quasiment par patient, il a telle souche, on la récupère et on va lui trouver le phage à façon qui va bien et ça, on a une semaine. Enfin, une semaine, voire 2. Lulu est plus sceptique, mais en tout cas, dans l'absolu, c'est le projet. C'est là où je trouve que c'est beaucoup plus révolutionnaire en termes de traitement et d'application, c'est qu'on peut aller plus vite. Et aussi, il y a moins de résistance, c'est-à-dire qu'un antibiotique, les résistances vont arriver très vite. Alors, les bactéries s'adaptent aux phages, c'est la guerre, ça c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les bactéries vont s'adapter aux phages de la même manière. Mais justement, si on arrive à maintenir la longueur d'avance et à déjouer la capacité du phage à s'adapter, en fait, tout le monde le sait, le virus de la grippe, il change tous les ans. Enfin, le vaccin change tous les ans, le virus, de fait, parce que le virus change tous les ans. Donc, les phages, c'est des virus. Donc, c'est pareil. Ils vont s'adapter à vitesse grand V. Donc, nous, on se sert de leur arme, en fait, contre eux. On retourne le truc. OK, vous vous adaptez très vite, mais du coup, on va se servir de ce moyen d'adaptation pour que vous vous adaptiez très vite à devenir actif contre la bactérie contre laquelle, à la base, vous n'étiez pas actif. Vous voyez? On essaye de les contrecarrer. Donc, pour moi, cette problématique de phage est vraiment traitée. L'urgence traitée à façon des patients qui ont des souches très particulières. C'est une pathologie, le Staph doré, contrairement à la tuberculose sur laquelle j'ai travaillé des années. La tuberculose, on a 400 souches dans le monde. Staph, on a des milliers de souches. Donc, il y a beaucoup plus de différences d'une personne, d'un malade à un autre. Donc, en fait, un antibiotique, il va aller essayer de taper tout le monde, mais il va avoir forcément des limitations. C'est pas assez spécifique, spécialisé et personnalisé. Et la recherche actuelle translationnelle clinique tend vers la personnalisation des soins. En fait, c'est plus de se dire on va soigner tout le monde à spectre large, c'est de se dire bon, on va pas éliminer les antibiotiques, loin de là. Mais en fait, si on peut essayer de combiner avec plusieurs armes, on a une chance d'aller vite et de sauver les gens avant de les amputer. On homogénéise très bien pour que tout le tube, quoi que ce soit l'endroit où on prélève, on a toujours la même quantité de bactéries, quel que soit. Donc aucun problème. Ça tourne à quelle vitesse, en fait? On ne sait pas. Donc, ça dépend. On la met à 7, par exemple, ou avoir une certaine homogénéité. Alors, nous, on travaille sur le staphylocoque doré, mais ça peut être toute autre bactérie. On infecte l'embryon avec la bactérie. Donc, il faut déterminer les doses, le temps d'infection. Et ensuite, on vient traiter. On peut tout à fait traiter avec les phages. On peut traiter aussi avec des antibiotiques. Et ensuite, on suit au cours du temps donc plusieurs paramètres. Ça va être la survie des embryons. S'ils n'ont pas d'anomalie au niveau de leur morphologie, au niveau de leur croissance, on va regarder aussi la charge en bactéries des embryons au cours du temps, voir si elle diminue bien. Et à contrario, la charge en phage qui va normalement augmenter lorsqu'ils vont se multiplier. Et aussi, on peut les regarder au microscope parce qu'on peut utiliser au laboratoire des bactéries qui sont fluorescentes. Donc, on voit très bien en fait une fluorescence qui diminue au cours du temps lorsque l'on traite les embryons. Donc, les résultats, ils sont comment ?
Les résultats ils sont plutôt concluants puisque notre laboratoire est le premier qui utilise l'embryon de poisson zèbre pour évaluer l'efficacité de la phagothérapie contre le staphylocoque doré. Et donc on a déjà publié plusieurs articles sur le sujet qui montrent que c'est un modèle qui est très efficace et que la phagothérapie est elle-même très efficace pour traiter le staphylocoque doré, oui. Alors les articles, ce sont des articles scientifiques dans les revues scientifiques qui sont validés par des pairs. Ouais. Et vous en avez publié, je crois, 7, c'est ça? Ou plus que ça ou... Alors à mon titre personnel, oui, je crois que j'en suis à 6. Et alors ça va vous permettre d'avoir une crédibilité, de vous associer à d'autres labos ou vous n'avez pas envie de vous associer avec d'autres labos? Si, c'est le but, c'est tout à fait ça. On publie nos résultats, on les valorise même dans des congrès, on participe à plusieurs événements. Et ça permet d'appuyer nos recherches pour justement faire des demandes de financement auprès d'organismes et bien évidemment faire des collaborations, que ce soit en France ou à l'international. Alors il faut savoir que les phages, pour le moment, ne seront jamais réellement utilisés seuls. Ils seront toujours utilisés en complément des antibiotiques parce qu'on ne va pas jeter les antibiotiques à la poubelle parce qu'ils fonctionnent toujours en soi. Il faut plutôt les utiliser en synergie. Et en ce qui concerne l'Agence nationale de sécurité du médicament, elle autorisera de plus en plus l'utilisation de la phagothérapie à partir du moment où on aura des essais cliniques en fait. Les essais cliniques, c'est vraiment des essais qui sont très encadrés, très réglementés sur comment ces gens sont malades. On prend vraiment des patients qui ont une telle pathologie, qui vont être traités par tel traitement pendant un nombre de jours très spécifique, doses spécifiques. Et à partir de ça, on obtient des résultats. Et en ce qui concerne la France, c'est beaucoup plus restrictif. Lorsque un patient a une infection et qu'il risque de se faire amputer un membre ou qu'il risque de décéder, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, va autoriser de façon exclusive de récupérer la bactérie du patient, de réaliser un phagogramme, ça veut dire de réaliser un test pour savoir quel phage va pouvoir être actif sur cette bactérie. Ensuite, le phage il va être préparé de façon magistrale le jour de l'opération et administré sur le patient. Donc on peut par exemple penser à une administration locale si c'est une plaie qui est infectée. Et donc actuellement, en 2024, il y a eu uniquement 90 patients qui ont été traités par phagothérapie, quelles que soient les infections, quelles que soient les bactéries. Donc c'est vraiment très peu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer les recherches, que ce soit dans le domaine académique, dans le domaine privé, via des startups, via des entreprises. Quels sont les leviers pour que l'agence du médicament se bouge un peu plus et qu'on avance Alors, un des leviers, c'est l'innocuité. Ça, c'est vraiment un cheval de bataille qu'on a avec mes collègues de Lyon. C'est surtout avec le centre de référence des staphylocoques qui est à Lyon et avec qui on a une collaboration. Donc ça, c'est long. Il faut prouver aux autorités qu'on va pas devenir malade parce que c'est un organisme vivant. Donc un antibiotique, c'est pas les mêmes critères de mise sur le marché parce qu'un antibiotique, c'est une molécule chimique, on va vérifier sa demi-vie, comment il est éliminé dans les urines. Donc faut montrer que si on injecte un virus, il va pas faire des dégâts ça. Donc c'est toutes ces notions-là qui font peur parce que c'est un organisme vivant, qui font beaucoup plus peur. Enfin, à mon sens, ce qui est logique ceci dit. Donc il faut prouver que c'est inoffensif. Et pour prouver que c'est inoffensif, la seule solution, c'est quoi? C'est de les comprendre. C'est de savoir comment ils fonctionnent. On peut pas dire à quelqu'un, c'est bon, tu crains rien, il est gentil. Faut le connaître, le gars, avant s'il est gentil. Là, c'est la même démarche, en fait. Faut vraiment dire, eux, ils craignent rien, c'est bon, on peut y aller. Et le bénéfice-risque est toujours favorable. C'est comme une radio, une radiographie, vous prenez des X-rays dans la tête, Donc, mais c'est quand même plus intéressant de savoir s'il y a une tumeur au sein que d'avoir pris une dose de rayon X. Donc, il faut arriver à ce ratio et les convaincre. Et en France, ils sont très, très frileux. Parce qu'en Belgique, c'est déjà autorisé. Ça, c'est de la politique. Là, ça sort un peu de mon métier. On est obligé de le faire parce que sinon, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement et on peut pas travailler. Donc, on est obligé de faire de la politique. Et donc, avec mes collègues, là, on fait de la politique pour montrer qu'il faut de l'argent. Vous voulez qu'on prouve que c'est inoffensif, mais il faut nous donner de l'argent pour faire ces essais cliniques. Ça coûte très cher. Et il y a pas de secret, il faut de l'argent, quoi. Les essais cliniques, il faut combien de patients? On compte entre 100 et 200 généralement. Ah, c'est tout? Oui, c'est déjà pas mal. Par exemple, si on parle de... Nous, on travaille sur le diabète et sur les pieds diabétiques, par exemple.
Dans un centre hospitalier donné, on va prendre une centaine de patients qui ont un ulcère infecté par le staphylocoque doré. Donc il faut que ce soit un ulcère, qu'on détermine quel grade c'est, quelle bactérie c'est. Donc c'est déjà quand même beaucoup de travail de trouver les personnes qui sont intéressées, volontaires, d'être traitées par les phages. Donc c'est des études qui sont très 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 longues. Juste, je voudrais poser une dernière question, c'est moi qui vais la poser. J'ai vu une émission cette semaine sur Arte, sur Théma, un thème sur les bactéries et sur les virus, la cohabitation, et notamment les bactéries, le microbiote. Voilà. Alors la question du néophyte, c'est de dire on va injecter des phages. Aujourd'hui, donc, ces phages-là sont ciblés sur certaines bactéries. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en phagothérapie de déséquilibrer le microbiote dans des perspectives d'utilisation un peu plus massives, un peu plus importantes, car on voit bien que la santé humaine, c'est un fragile équilibre entre des virus, des bactéries et des parasites. Alors c'est une très bonne question et l'intérêt c'est que les phages sont ultra spécialisés et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que là ces phagogrammes ils vont être actifs sur une souche et on essaye, il y a quelques années on avait les cocktails de phages et les cocktails de phages ça paraissait tout joli, on va prendre un cocktail, on va taper plusieurs bactéries, mais là tu déspécifies, donc là tu as un risque de taper aussi des bonnes bactéries, tu te mets à risque de taper les bonnes bactéries, donc on est revenu à une autre réflexion de se dire vaut mieux qu'on le spécialise, d'aller vraiment taper que le staph pour éviter les dommages collatéraux dont tu parles. Et en fait, on a un outil qu'on développe là actuellement qui est de faire évoluer les phages. Alors c'est un peu complexe en parenthèse, mais pour les rendre encore plus spécifiques pour éviter ce genre de risque. Et l'avantage, c'est qu'on ne déclenche pas de résistance. Les antibiotiques, on en a parlé, sont résistants. Les phages, tu as de la résistance aux phages. Mais on a les outils pour toujours avoir une longueur d'avance, les faire s'adapter pour qu'il arrive encore à combattre la bactérie. Voilà, les phages. C'est le deuxième chapitre de l'histoire, il faudra nous réajouter. Ce n'est pas de la science-fiction. Une dernière question. Alors, allez-y, parce qu'après, il faut qu'on passe à Pascal. Et même si c'est passionnant, chacun des les gens qui travaillent sur les phages ont tous une grosse expérience, chacun dans leur domaine, n'ont pas toujours fait que du phage, ce qui est riche d'ailleurs, ce qui permet de venir d'autres horizons et donc il y a vraiment une très jolie communauté où l'ambiance est très très sympathique. Bienveillante, parce que c'est pas toujours le cas dans les communautés scientifiques, les chercheurs comme partout, des fois peuvent se tirer dans les pattes. On se sent un petit peu encore pas reconnu et puis pousser notre projet qui est encore au début. Donc en fait, on s'entraide et on essaye de le pousser au plus vite. Donc les leviers sur la personnalité des chercheurs, ça fait pas de mal parce que ça c'est sûr que si on vient de nulle part et qu'on n'est pas connu, ça va être plus compliqué. Lucille, qui est chercheur débutant, a moins de poids que moi si je vais défendre le projet. C'est pour ça que les demandes d'argent, c'est jamais les étudiants qui les portent. Mais ça fait partie de l'ensemble, mais il n'y a pas que ça, quoi. Là, actuellement, c'est très politique. Après, le fait d'être accompagné par une start-up, ça vous porte? Ah oui, aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc là, c'est vraiment symbiotique pour le coup. C'est-à-dire que eux ont besoin de nous et nous pareil. Ça montre que voilà, les phages à l'échelle de l'environnement et c'est pas de la santé humaine certes, mais il y a quand même des applications et ça n'a pas généré des OGM. Donc si on fait un parallèle, les plantes, s'il y avait des soucis, on aurait généré des colzas à 5 têtes, quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voyez le genre. Donc c'est quand même pour nous bénéfique. Et c'est un gage d'intérêt, tout du moins, d'intérêt que le privé s'intéresse à cette recherche-là. Donc il y a de plus en plus de start-up, pas forcément start-up, d'entreprises qui veulent développer l'utilisation des phages. Mais comme toujours, ils attendent de voir ce que fait la recherche. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont injecter de l'argent que quand on aura prouvé que ça peut marcher, mais pour prouver que ça peut marcher, il nous faut de l'argent. Donc ça c'est un petit peu la quadrature du cercle. Mais bon, franchement, il y a de l'espoir. Est-ce que vous en rêvez la nuit des phages? Alors, j'en rêve pas spécialement, mais parfois je me réveille en pleine nuit en me disant que j'ai oublié de faire quelque chose. Et ça m'est déjà arrivé, alors pas en pleine nuit, mais de revenir à 23h30 parce que j'avais oublié de faire quelque chose pour une de mes manipulations, oui. Ah oui. Et bien évidemment, la recherche, c'est à toute heure, à tout moment. On vient les week-ends pour s'occuper de nos petits poissons, de nos bactéries. Mais bon, c'est ce qui nous passionne, donc... merci beaucoup. Merci à vous. On les met dans des grandes poubelles à autoclave et on a une laverie là où on descend et tout va être autoclavé pour l'autoclavage final. Donc rien ne va à la poubelle ménagère autre que le papier ou les papiers de Hans ou quelque chose comme ça.
C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.